Nous vous présentons une conférence qui fait partie du cycle de conférences en sciences politiques, car depuis 4 ans, le service culture de Canet, a mis en place les cycles de conférences en sciences politiques. Donc ce soir, je voudrais également excuser notre maire Bernard Dupont qui arrivera en cours de séance, qui est retenu par ailleurs, mais qui ne manquera pas de venir nous rejoindre. Et donc ce soir, je vous présente Olivier Roucan, ici présent, et qui est déjà d'ailleurs venu l'an dernier à Canet. Donc comme quoi Canet lui plaît beaucoup, je crois. D'ailleurs, vous savez que Canet, tu nous plais toute l'année, c'est notre slogan, et je le répète régulièrement. Donc Olivier Roucan est politologue, chercheur, enseignant et conférencier. Donc, ce soir, il va nous présenter la communication et la politique, la dérive. C'est un vaste programme. Donc, je vais peut-être passer la parole à Pascal, si tu veux rajouter 2-3 éléments afin de compléter ma présentation. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Non, pas grand-chose à rajouter, effectivement. Donc, Olivier Roucan était venu l'an passé pour une conférence qui avait un titre aussi qui était assez aguicheur, je dirais. C'est « Faut-il en finir avec le président ?» C'était de circonstance l'an passé, juste avant les élections présidentielles. Et à la fin de la conférence, il y a eu pas mal d'interventions, finalement, de questions autour de ce sujet-là. Donc je l'ai recontacté quelques mois après et je l'ai pris au mot, puisque Olivier m'avait dit pourquoi pas faire une conférence sur ce sujet-là, ça semble intéresser le public. Et donc il a bien volontiers accepté de revenir pour nous parler de ce sujet qui a commencé à être abordé l'an passé. Voilà, donc c'est un peu la suite de la conférence de l'an passé. Olivier, je te laisse la parole. Merci. Bien, donc bonsoir tout d'abord, mesdames, messieurs, et merci d'être venus la veille d'un jour férié, alors qu'il commence à faire froid. Donc j'espère que le sujet va nous réchauffer et que ce ne sera pas trop du réchauffé par contre, mais il est vrai que la com, on en parle beaucoup, donc il n'est pas dit que vous appreniez grand-chose, mais l'idée est de débattre de ce sujet qui... alors pourquoi ce titre « Com et politique, la dérive ?» point d'interrogation. La question posée, finalement, elle est parce qu'il faut bien se référer à quelques définitions qui donnent du sens aux choses. Et en l'occurrence, lorsque l'on s'interroge sur la communication actuelle et le lien que cela entretient avec la politique, eh bien, c'est au cadre démocratique qu'il faut se référer. Or, ce cadre démocratique, il suppose que eh bien, les citoyens participent à la vie publique, participent à la décision politique, administrative. Et donc, c'est par rapport notamment à cette valeur qu'il faut s'interroger sur le lien actuel qu'il y a entre communication et politique. Si on se réfère aux définitions classiques de la démocratie dite représentative, on se réfère souvent à la formule d'Abraham Lincoln qui a défini la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple, d'une part, et pour le peuple, d'autre part. Et si on va dans le premier sens, gouvernement du peuple, par le peuple, on retient là que les citoyens participent directement et qu'ils prennent les décisions. Et souvent, l'un des instruments, ça va être le tirage au sort pour désigner les citoyens les plus actifs. Dans la démocratie que nous connaissons davantage, la démocratie dite représentative, ce sont des délégués, des représentants, comme l'on dit, qui sont désignés pour un temps donné pour représenter le peuple. Et donc là, il y a une délégation, une remise du pouvoir pendant une durée déterminée pour que ce représentant décide à la place du peuple. Pour que tout ceci soit possible, ou démocratie directe ou démocratie représentative, eh bien, il faut que la communication soit possible. Alors, deuxième terme à définir, au-delà du politique et de la démocratie, c'est la communication. Et la communication, c'est un échange de signes, mais qui est possible parce qu'il y a un code partagé qui permet de décrypter les messages qui sont transmis. Donc, il y a plusieurs modalités de communication, les gestes, la parole et évidemment l'écriture. Et chaque registre renvoie à des modalités particulières. Alors, la communication,
évidemment, suppose, pour qu'il y ait échange, la participation, et c'est le tronc commun, finalement, que l'on va trouver entre communication et politique, c'est cette idée de participation à la vie, et on va dire souvent à la vie politique. Le terme de démocratie est donc indissociable de celui de communication. On repart là des fondamentaux pour pouvoir mettre en perspective ce qu'on appelle communication aujourd'hui, c'est-à-dire évidemment les réseaux sociaux, la télé, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'une communication politique démocratique ? C'est une communication politique qui, a priori, permet des échanges assez équilibrés entre les dirigeants et les dirigés. Donc c'est une communication qui suppose qu'il y ait bien un message descendant des autorités au peuple, mais que ce dernier ait la possibilité d'exprimer, de s'exprimer, et cela va donner en droit notamment le principe du pluralisme politique. Deuxième point à retenir d'une communication politique démocratique, c'est l'idée que la communication en elle-même, parce qu'elle permet ces échanges permanents, eh bien, est un moyen de réguler les conflits qui sont inhérents à la vie en société. Donc, communication et politique, dans un cadre démocratique, cela renvoie à un principe d'équilibre et cela renvoie aussi à cette idée de régulation des tensions et des conflits. Autrement dit, la communication, c'est vraiment un enjeu fort d'un système politique démocratique. Aujourd'hui, comme toute activité, la communication est un secteur spécialisé. Donc il y a une professionnalisation de la communication politique et on peut retenir au moins 3 types d'acteurs qui sont les fers de lance de cette communication politique contemporaine. Évidemment, les politiciens, quand ici je dis les politiciens, ça n'a absolument pas un sens péjoratif, c'est au sens anglo-saxon du terme, donc de femmes et hommes politiques. Et les communicants qui, à leur côté, eh bien, les aident à affiner, à décider d'un message qui soit performant. Le deuxième type d'acteurs, ce sont les journalistes et les experts de tous ordres que vous voyez défiler sur les plateaux de télévision, au gré de leur spécialité et qui portent une parole spécialisée. Et puis le troisième cercle de cette communication politique, il est fait de cette opinion publique. Mais l'opinion publique est un construit, évidemment. Et il est intéressant, et on va essayer de le faire, de rentrer un peu dans la boîte noire pour voir ce qu'il y a derrière ce terme d'opinion publique. On fait parler les Français, notamment à coup de sondage. Eh bien, essayons de voir ce que cela recouvre. Donc, voici une petite diapositive de résumé de ce qui vient d'être vu. La communication politique dans un système démocratique est évaluée au gré de valeurs particulières et cela donne à cette communication des obligations. Une obligation d'équilibre, une obligation de continuité, il faut qu'il y ait des échanges en permanence, et une obligation, encore une fois, de tempérance et de régulation des conflits. Alors, la problématique, autrement dit, l'idée que je vais essayer d'illustrer, c'est de dire que les dernières évolutions de cette communication aujourd'hui pourraient être défavorables à ces valeurs démocratiques. Autrement dit, il y a une question à se poser sur le fait de savoir si les nouveaux moyens et la nouvelle tonalité de la communication politique ne sont pas contradictoires avec certains principes démocratiques. Pour ceci, on va adopter un raisonnement en 3 temps. D'abord, essayer de défricher davantage ce qu'on entend par démocratie publique, de l'opinion publique. Que recouvre cette expression ? Puisqu'aujourd'hui, nos systèmes démocratiques, disent certains auteurs, sont d'abord des démocraties d'opinion et de moins en moins des démocraties représentatives. Alors, on va essayer de se plonger dans ce questionnement. Deuxième point, on peut remarquer qu'il y a une évolution de la communication politique qui est marquée par l'instantané, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans une accélération, on est dans une communication qui est la communication du moment. Et vous connaissez la fameuse phrase qui est prêtée au président de la République actuelle et qui résume les choses, puisqu'on dit qu'il répète souvent la formule « et en même temps ». Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la communication, c'est « en même temps ». Et troisième point,
Si cela présente des défauts ou si cela pose problème par rapport aux valeurs, que peut-on imaginer? Ce sera la conclusion pour essayer de réinsuffler la légitimité. Donc on s'interrogera sur des moyens, des outils actuels qui permettraient d'avoir une démocratie plus directe et peut-être plus vivante. Alors, en fait, la première partie, c'est de quoi parle-t-on et quelles sont les règles du jeu. Premier point, donc la démocratie représentative, il faut toujours rappeler que c'est le système qui est dominant depuis donc, le XVIIIe, XIXe siècle. Ça a mis du temps à s'installer. Et ça a mis du temps à s'installer d'abord parce que le système représentatif, autrement dit la séparation entre les citoyens et les élus, ce système-là n'est pas démocratique. C'est le régime représentatif, mais il limite énormément la participation du peuple. Donc il a fallu le démocratiser, mais toujours se rappeler qu'au départ, le régime représentatif est élitiste. Et la période de la Révolution est évidemment la période pendant laquelle on estime d'abord que ce sont les plus aisés, parce que ce sont aussi les plus cultivés qui doivent uniquement participer, les fameux citoyens actifs. Donc, nos régimes, leur matrice, elle est élitiste. Le principe est élitiste puisque c'est celui de la délégation. On va donc non pas parler de démocratie populaire, le peuple, on le met un peu en sommeil, on va parler de souveraineté nationale et de démocratie représentative. Et c'est donc l'élu qui va, pendant la durée d'un mandat, décider à la place du peuple au nom de l'intérêt général. C'est ça la doctrine. Et on se rappelle notamment de l'abbé Sieyès qui a formulé cette doctrine. Ça veut dire que l'élu, pendant la durée de son mandat, ne peut pas être destitué, il n'est pas placé sous contrôle permanent. Il rend éventuellement des comptes à la fin de son mandat. Alors, ce régime représentatif, il est le corollaire, malgré tout, de l'institutionnalisation d'un espace public. C'est-à-dire que dès la période révolutionnaire se met en place le principe de publicité, bien connu en droit, qui veut que nul n'est censé ignorer la loi, et qui veut aussi, évidemment, qu'il y ait un certain nombre de libertés publiques, notamment la liberté d'opinion et sa manifestation, qui renforce en fait la communication et les échanges entre les citoyens dans l'espace, un espace qui devient de plus en plus public et qui est distingué de l'espace privé. Particulièrement en France, ça va donner le modèle de la laïcité, évidemment. Donc, il y a là, avec cette publicisation de l'espace, la base de la démocratisation, qui va être donc la lutte du 19e et d'une partie du 20e, avec notamment l'universalisation du droit de suffrage, donc l'élection qui se démocratise. Mais pour autant, cette démocratisation ne va pas aller jusqu'à inclure, comme l'on dit aujourd'hui, les citoyens, les administrés, dans la boucle de la décision en permanence. La démocratie représentative, c'est le moment de l'élection. Ensuite, voilà une diapositive qui résume un peu ce régime et cette démocratie représentative qui est fondée sur l'idée d'un contrat qui est passé entre le peuple et le représentant, donc des engagements. Et ensuite, pendant la durée du mandat, comme on a cet espace public qui se développe, donc les échanges, les journaux, parce que tout ceci va évidemment avec la multiplication des journaux au 19e et puis les nouveaux médias au 20e siècle, il y a évidemment l'idée que cette démocratie représentative est rationnelle et qu'elle suppose que les représentants expliquent leurs décisions. Expliquent à la fois le sens et évidemment la portée des décisions. Donc les fameux comptes rendus et pour les députés, les permanences qui sont tenues pendant leur mandat. Et au terme du bilan, il y a l'explication, j'allais dire, générale, où le peuple reprend le pouvoir, c'est-à-dire que soit il est convaincu et revote pour la personne qui en général se représente, ou évidemment il y a la sanction. Ça, c'est donc la théorie. Mais il est clair qu'il y a des évolutions, à partir notamment pour nous, la date clé dont on va fêter le 60e anniversaire, c'est l'instauration de la Ve République. Et une des évolutions, c'est le fait que l'exécutif, au sein des différents pouvoirs, a la primauté. Et à partir de là, ça veut dire que la représentation, c'est de moins en moins le Parlement, et de plus en plus un seul élu, la tête qui dépasse. Donc nous avons une démocratie qui se présidentialise, mais cela veut dire, sur le plan de la communication, qu'il y a moins de collectifs et qu'il y a plus de verticalité et plus de personnalisation, donc de centralisation du message. Autrement dit, le fameux équilibre que nous avons vu tout à l'heure, eh bien,
il existe moins dans un cadre institutionnel comme la Ve République parce que le message va être très descendant et très concentré. Vertical, le terme de verticalité d'ailleurs refleurit dans le débat à l'heure actuelle, puisqu'on a un président qui assume totalement et qui renforce donc cette dimension. Une communication plus verticale, c'est une communication moins délibérative et par définition plus horizontale. Alors, on voit donc que la communication politique dans cette démocratie représentative qui s'est présidentialisée, elle doit gérer une tension permanente entre le collectif, donc des échanges plus horizontaux, l'expression régulée des conflits, la délibération, et la tension avec la valeur de l'action, donc de l'efficacité, qui, elle, est par définition plus autoritaire, puisqu'il faut aller vite, il faut, comme on dit aujourd'hui, obtenir des résultats. Alors, le charisme de la fonction présidentielle, il repose notamment, et depuis assez longtemps, sur la valorisation par les présidents successifs du registre très institutionnel qui passe par des mises en scène protocolaires, donc sous les ors de la République, dans les palais de la République notamment. Et évidemment, cette mise en scène très institutionnelle et très descendante trouve en fait ses bases dans le registre religieux. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est tout à fait propagande d'ailleurs, hein, c'est un terme d'abord religieux, et qui insiste sur quoi? Sur le fait que le message est transmis par un médiateur entre le transcendant, le divin, et le terrestre. Eh bien, dans la mise en scène du politique institutionnel, on retrouve tout à fait ces codes, et qui utilise d'ailleurs, par exemple, le pupitre, évidemment. Et donc là, on a toute la symbolique qui a été empruntée au registre mythologique ou religieux. Alors, il y a la volonté régulièrement d'innover et d'actualiser ce registre. Et j'ai pris quelques exemples, notamment lorsque Nicolas Sarkozy, pour la première fois, fait une apparition devant le Congrès. Et il a décidé de cette réforme institutionnelle en 2008, parce qu'évidemment, ça lui donnait l'occasion de figurer devant une assemblée, un parterre de l'ensemble des parlementaires, députés et Sénat, ce qui est très valorisant pour son charisme de fonction, évidemment. Il avait tous les élus de la République, nationaux, sinon à ses pieds, devant lui. Et il faut rappeler que le code de cette communication a été fixé de cette manière. Lorsqu'il se présente devant le Congrès, puisque c'est désormais possible, uniquement depuis 2008, le président part dès qu'il a terminé son message et les députés débattent du message sans lui. C'est-à-dire qu'il ne s'abaisse pas à répondre aux représentants de la nation, il n'engage pas le débat. Il délivre son message, il s'en va. Donc on est tout à fait dans une illustration de ce qui vient d'être dit. Alors j'ai pris quelques images, vous voyez, de l'entrée en scène de Nicolas Sarkozy telle qu'elle s'est faite à l'époque. Le moins qu'on puisse dire est que ces images valorisent l'autorité et le charisme de fonction. Et vous allez voir l'entrée magistrale, hein, c'est vraiment là le... Voilà les images immédiatement relayées en direct sur Élysée.fr, évidemment, notamment. Donc la montée très lente. Et alors ce type de communication vaut pour des moments exceptionnels qui sont choisis. Évidemment, c'est une communication... Monsieur le Président de la République, au nom du Congrès du Parlement, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez la parole. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres, en m'adressant à vous aujourd'hui, j'ai conscience d'inaugurer un changement profond dans notre tradition républicaine. Depuis 1875, le chef de l'État n'avait pas le droit de venir parler devant les assemblées. Il ne pouvait communiquer avec elles que par des messages écrits qu'on lisait à sa place. Cette règle avait été posée dans un climat de méfiance, où la République se sentait fragile et menacée. Cette époque est révolue depuis longtemps. La République est solidement ancrée dans notre pays. Le temps était donc venu que s'établisse
entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif des rapports plus conformes à l'esprit d'une démocratie apaisée. Voilà, donc on ne va pas écouter la totalité du discours qui est très long, évidemment. Alors il faut savoir que François Hollande a réédité ce type de communication peu après les attentats. Donc c'est pour bien avoir en tête que cette communication symbolique est rare, et c'est ce qui en fait le prix. Une autre mise en scène rénovée a eu lieu il y a quelques mois, notamment à Athènes, du fait du président Macron. Et on va voir là que, même si c'est en extérieur, il y a évidemment toute la même symbolique qui est convoquée, le pupitre, la majesté du décor, et également un moment valorisé qui sert à évoquer, alors tout à l'heure c'était la République, là c'est la démocratie, c'est-à-dire ce sont des discours que les présidents veulent fondateurs, dans lesquels ils veulent donner du sens. Alors ça marche ou ça marche pas, ça c'est une autre affaire, mais ça c'est... Ces paroles que non loin d'ici, Périclès prononça en l'honneur des guerriers morts au combat. Écoutons-les résonner encore fortement. La liberté, disait-il, est notre règle dans le gouvernement de la République et dans nos relations quotidiennes. La suspicion n'a aucune place. Mais nous, Européens, nous faisons-nous encore confiance? Sur la PNIX prévalait le goût de la parole libre, du débat, voire de la controverse. Aussi, je veux vous tenir ce soir un discours de vérité, un discours sans embâge. Voilà. Bon, évidemment, tous les discours sont des discours de vérité, a priori. Mais, donc on va avoir l'occasion aussi, même si ce sont des discours qui donnent du sens, disons qu'il y a aussi dans ces discours beaucoup de, je dirais, de ce qu'on appelle familièrement la langue de bois. C'est-à-dire on apprend rarement quelque chose de transcendant dans ces discours. Ce sont des discours qui sont faits aussi pour rassurer et communiquer sur quelques axes fondamentaux. Enfin, dernier point de rénovation de cette communication très descendante, très institutionnelle, ça a été la mise en scène récente, alors à l'anglo-saxonne, nous dit-on, de la signature des ordonnances dans le bureau présidentiel, ce qui ne s'était pas fait en France et ce qui est très coutumier aux États-Unis. Il s'agit en fait de rappeler à l'avantage, parce que toute cette communication se fait évidemment à l'avantage des présidents, bien que c'est eux qui promulguent la loi, même si c'est le Parlement qui la vote. Et donc c'est là encore rappeler que c'est l'exécutif finalement qui a beaucoup d'influence dans le processus législatif. Donc vous voyez les ministres qui... Alors vous voyez que Emmanuel Macron a préféré son bureau de l'Élysée à la salle du Conseil des ministres pour signer les ordonnances sur la loi travail. Et c'est avec plus d'1 heure de retard, entouré de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, que le président de la République a une nouvelle fois médiatisé la signature d'une des lois les plus importantes de son quinquennat. Un moyen de communication qui peut surprendre, car cette mise en scène, plutôt anglo-saxonne, est une première dans la Ve République. Enfin presque. C'est la 2e fois depuis le début de son mandat qu'Emmanuel Macron signe une loi devant des journalistes. C'était le 15 septembre dernier pour la moralisation de la vie politique. Merci pour votre attention. Voilà, donc là, pas de débat évidemment, et un silence total des ministres qui sont là uniquement pour entourer le président et rappeler qu'on a encore quand même un gouvernement en France, mais absence du Premier ministre qui est normalement, alors qu'il s'agit de la loi ici, qui est normalement responsable devant le Parlement. Donc dans nos institutions, c'est le Premier ministre normalement qui est la courroie de transmission entre le Parlement et l'exécutif. Il est ici absent. Donc, autre remarque par rapport à ce type de communication, il est clair que même si les présidents et d'autres essaient de moderniser, ça se fait aussi dans les collectivités territoriales, la communication institutionnelle, sur le fond, on est bien dans des systèmes démocratiques et politiques qui sont en crise. La légitimité des représentants est contestée, ou dans tous les cas, l'approbation est faible. Alors, on va essayer de revenir sur quelques éléments qui permettent de comprendre cette baisse de légitimité des pouvoirs, parce que ce sont ces mêmes éléments qui permettent de comprendre l'évolution de la communication publique. Les valeurs postmodernes de la société post-68, un autre anniversaire qui va arriver en mai prochain,
ce sont ces valeurs qui ont désinstitutionnalisé notre monde. Alors revenons sur ces quelques points. D'abord, dans les années 70, après 68, il y a bien la valorisation de la société des individus contre l'État. C'est-à-dire que le respect de l'institution, le respect du pouvoir descendant est moindre, parce que l'on estime que, notamment la régulation des conflits, notamment les intérêts différents de la société civile, de la société des individus, peuvent se régler, notamment par le contrat ou par le marché. Donc c'est la valorisation des échanges au sein de la société. Certains vont dire, les libéraux les plus optimistes et extrémistes, qu'il n'y a plus besoin d'État, que le marché notamment, ou les échanges comme ça, peuvent suffire à créer un ordre social. Et donc, évidemment, ce type de raisonnement et les pratiques qui vont avec, ne servent pas à l'autorité des institutions. Deuxième point fort, c'est que la communication passe sous les fourches caudines d'une pensée dominante, qui est la pensée marketing. C'est-à-dire que la démarche qui s'affiche ici, diagnostiquer, cibler des publics et adapter la réponse à ces publics en essayant de les séduire et de moins en moins de les convaincre, cette démarche devient une idéologie qui s'empare de tous les secteurs, et on va voir que la communication politique, évidemment, est absorbée par cette pensée marketing. Alors, tout ceci, ce sont des facteurs d'ordre culturel qui, notamment, relèvent de ce que certains auteurs appellent le triomphe de l'individualisme hédoniste, donc de la recherche du plaisir dans un temps très réduit, et qui a pour conséquence ou pour branche les différents points qui s'affichent ici. Donc la contestation de l'autoritarisme, voire de l'autorité, la demande d'écoute qui vient d'en bas et de réactivité immédiate, et on le voit dans l'administration, les administrés veulent une réponse publique assez rapide, par exemple. Le respect des minorités, puisque cette société des individus, c'est aussi la société des minorités actives. Et puis, cela va aller avec, dans les valeurs postmodernes, une reconnaissance croissante de l'écologisme. Tout ceci conduit les responsables politiques à segmenter leur communication. Et ils veulent absolument donner l'impression qu'ils sont en permanence, réactivité à l'écoute des attentes qui s'expriment dans la société civile. Donc cela va dévaloriser la communication institutionnelle que nous venons d'évoquer au bénéfice d'autres moyens, notamment cette démocratie du public. Il y a évidemment une raison économique et sociale à cette délégitimation des institutions, c'est le fait que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, notamment dans la question de l'emploi, et ceci contribue énormément à la baisse d'autorité des pouvoirs politiques. Tout ceci peut s'accumuler et va trouver un autre point qui est la mutation technologique que nous rencontrons, qui est un facteur de plus d'insécurité. Et certains parlent d'insécurité culturelle, je ne vais pas reprendre ce terme, mais des insécurités qui, dans tous les cas, font que les individus ont l'impression de plus en plus de perdre le contrôle de leur vie, de leur présent, et de ne plus pouvoir se projeter dans l'avenir. Et ceci renforce les communautarismes à base identitaire, se rassurer en redéfinissant une communauté contre une autre. Alors ça peut être le nationalisme, ça peut être des revendications religieuses, etc., etc. Donc la société se réorganise sur ces bases, et évidemment, cela n'est pas du tout compatible avec les bases du régime et de la démocratie représentative, ou dans tous les cas, sans dire que cela n'est pas du tout compatible, cela crée des problèmes de fonctionnement. Alors, se rapprocher des citoyens, c'est la réponse, j'allais presque dire, constante de ces pouvoirs depuis 30 ans, qui affichent sur en utilisant plusieurs méthodes et sous plusieurs angles, leur volonté d'être proche des préoccupations et d'être proche des citoyens. Cela va donner donc ce que l'on appelle la démocratie du public. Je mentionne ici sur cette diapositive un auteur qui est souvent cité, puisque c'est lui qui a parlé en France, Bernard Manin, de cette démocratie du public, autrement dit de l'opinion publique et du poids qu'elle prenait dans les échanges entre les citoyens et les institutions. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on voit apparaître une strate intermédiaire de plus en plus entre le peuple et les pouvoirs.
Cette strate intermédiaire, elle se nourrit de technologies contemporaines, et notamment de la probabilité des statistiques, et cela va donner les sondages. Et elle est portée par des acteurs, je les ai déjà mentionnés rapidement, donc les sondeurs, les médias, les communicants qu'on appelle dans l'ère anglo-saxonne les spin doctors. Et on a commencé par utiliser ce terme en France. Les sondages, premier type d'acteurs. Les sondages, ce sont les statisticiens, en fait, dans ce réseau d'acteurs. Donc c'est eux qui identifient les demandes, a priori, et c'est eux qui font parler les citoyens, les administrés que nous sommes. Mais il faut bien avoir en tête que c'est un construit, l'opinion publique, parce que les méthodes ne sont pas neutres. La façon de poser les questions, la façon de les recueillir, et puis la sélection du sujet. Et enfin, des biais techniques existent qui font que les sondages donnent une information, mais il y a un problème lorsque l'on dit, lorsque vous avez 60% de l'échantillon donne cette réponse, il y a un problème lorsque cela devient dans les médias, les Français pensent que. Alors, le sondage, souvent, va être l'objet d'une critique assez féroce maintenant. On fait, en fait, porter aux sondeurs une responsabilité qui n'est pas la leur. Eux, ils font des statistiques. L'utilisation qui est faite des sondages ensuite ne relève pas que d'eux, donc ils ne sont pas les seuls à incriminer lorsqu'on n'est pas content, notamment lors des soirées électorales, de constater que le résultat n'est pas tout à fait conforme aux prévisions qui n'en sont pas. D'ailleurs, ils disent, les sondeurs, nous ne faisons pas des prévisions. Nous évaluons à un moment donné, instantané, les opinions qui sont émises par les gens que nous approchons. Alors ces gens sont sélectionnés par des méthodes statistiques qui font que ils font tout pour que ce soit le plus exact possible, mais comme toute technologie, comme on dit familièrement, le risque zéro n'existe pas. Ensuite, il y a les médias de masse. Et là, ils ont un effet très important, les médias de masse, puisque c'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. Ils comptent beaucoup pour sélectionner les sujets qu'ils vont juger intéressants, donc les enjeux, les fameux enjeux, pour les sélectionner, pour les valoriser, et aussi pour choisir les termes et la façon d'aborder les sujets. Donc il y a un effet de cadrage indéniable des médias de masse, radio, télé et désormais de plus en plus Internet. Et de ce point de vue, Internet cadre tout autant que les autres. Internet n'est pas le monde anarchique des libertés. Et à cet égard, il faut vous intéresser, si ces questions vous intéressent, aux GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, puisque les GAFA ont une influence désormais majeure dans l'économie de l'information et dans cet effet de cadrage. Google, son budget, c'est la moitié enfin, c'est plus que le budget de l'État français. Alors, il y a aussi un effet d'amorçage dans cette massification du message et de la communication. L'effet d'amorçage, c'est en fait de renforcer les préjugés. C'est-à-dire qu'on sait d'avance que, notamment dans les périodes de campagne électorale, les téléspectateurs, les lecteurs vont d'abord mémoriser les informations qui confortent leur opinion et ils vont éviter le plus possible de se frotter à des arguments contradictoires. Donc, les médias et les communicants, lorsqu'ils calent un message, ils savent très bien ce qu'ils font de ce point de vue. Ils cherchent à amorcer encore davantage leur lot de partisans ou les gens qui sont proches d'eux. Donc, notamment, ça se voit beaucoup lorsqu'un politique décide de stigmatiser de façon plus ou moins directe une population. Il sait très bien ce qu'il fait, même si ça choque. Il vise d'abord à rassembler ses militants. Et donc, ils font ça, les politiques, lorsqu'ils sont en danger, souvent. Autre point, c'est évidemment, nous sommes à l'heure de la rapidité. Donc évidemment, le format du message évolue parce qu'il y a une vitesse désormais tout à fait étonnante de la transmission de l'information, du fait de ce qu'on appelle le big data. Donc big data, énorme données, si on traduit littéralement, ça veut dire qu'on peut envoyer massivement et très vite une quantité inouïe, inimaginable de données. Alors, pour adapter le message à la vitesse, on le market, on fait du marketing. Et c'est-à-dire que on lui donne une dimension personnalisée, parce que c'est une façon de simplifier le vecteur qui porte le message.
Et puis, on essaie de fabriquer autant de messages que d'événements, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement constant du message pour cibler tout le temps un peu plus de public. La machine à fabriquer du message, c'est la même chose que pour vendre des télévisions, que pour vendre des personnages publics. Alors, le message est simplifié, le format est plus court, le message est donc plus simple, il est aussi plus indiciel, c'est-à-dire que c'est moins écrit, c'est un indice. Et lorsqu'on dit indice, ça veut dire qu'il y a une fusion entre le signifiant et le signifié, entre le signe et l'objet. Et donc, ça veut dire qu'on va de plus en plus retransmettre en direct certaines situations où le signe, donc le message, colle à celui qu'il porte. Personnalisation, donc, évidemment, et personnalisation pour impressionner. Donc, on va beaucoup plus utiliser l'émotion que l'argumentation. Cette évolution de la communication de masse, elle a aussi des effets sociologiques. C'est que les médias de masse, bon, pour l'instant encore les télévisions, notamment les chaînes info continues dans le domaine politique, bientôt ce sera davantage Internet, mais encore les télévisions, médias de masse, donc, deviennent des arènes de la démocratie et se substituent, j'allais presque dire progressivement, aux arènes que sont les assemblées représentatives. Et c'est là où le pouvoir passe, ou dans tous les cas doit être partagé désormais, entre les assemblées et les plateaux télé, comme on dit. Il y a un politologue que vous devez connaître, un senior, qui s'appelle Roland Quérol, qui est souvent dans les émissions, justement. Et il dit lui-même, il participe à ces émissions, et il dit « Aujourd'hui, la politique, ça se fait autant dans les couloirs de ces émissions que dans les hémicycles. » Alors, cette fabrique des plateaux télé, puisque ça conquiert autant d'influence, est-ce que c'est un peu démocratique ou pas? Alors, si on voit le côté positif des choses, c'est une parole qui est davantage partagée, parce que sur ces plateaux télé, vous avez les élus de temps en temps, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les experts. Bon. Si on est dans un cadre représentatif, vous avez les élus, vous avez le peuple. Et on sait très bien donc que les élus vont monopoliser pendant la durée du mandat la parole politique. Là, il y a l'incursion de ces experts. Alors d'abord les éditorialistes des différents médias, et de plus en plus, et ça c'est une ouverture qu'il n'y avait pas il y a 20 ou 30 ans, de plus en plus des spécialistes. Donc il y a une ouverture de cet espace. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Cette démocratie du public, quelque part, elle permet à des paroles un peu plus diverses de s'exprimer. Et par contre, évidemment, ces espaces, ces arènes télévisuelles, eh bien, elles incluent moins de monde. Sur un plateau télé, vous avez 4, 5, 6 personnes au maximum. Souvent, ce sont toujours plus ou moins les mêmes. Et elles n'obéissent pas, ces arènes, à des règles connues, précises à l'avance. Alors que dans une assemblée, par exemple municipale, mais c'est pareil au Parlement, vous avez des procédures et des règlements qui permettent de distribuer la parole et de garantir la transparence et l'équité. Et surtout, de garantir un fonctionnement rationnel de la parole publique. Sur les plateaux télé, tout ceci n'existe pas. Donc c'est beaucoup plus, diraient certains, intuitif et beaucoup moins transparent. Donc certains pourraient conclure moins démocratique. Ça, c'est l'aspect plus négatif des choses. Alors, un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est évidemment que la sélection des intervenants, tout comme des sujets, obéit toujours à ce fameux marketing. Et donc, il faut faire de l'audience, c'est l'objectif. Donc, certains spécialistes, lorsqu'ils délivrent une parole trop spécialiste, trop argumentative, on les teste un peu, mais s'ils restent trop obscurs, ils font des émissions sur France Culture, mais ils font une fois LCI, mais pas deux. Ou alors ils sont obligés de changer leur façon de dire les choses. Donc il y a des règles du jeu qui sont celles qui ont été présentées tout à l'heure, simplifiées, essayer, c'est ce qu'on appelle les punchlines, donc trouver une ou deux formules par plateau télé pour marquer l'attention. Et une punchline, donc, comme ça dit, c'est un coup. Donc c'est pas une argumentation très perfectionnée. Donc les acteurs de ces plateaux et les acteurs de la parole de l'opinion publique refaçonnent leur stratégie
au gré des règles du jeu médiatique. Ça, c'est manifeste chez les politiques qui cherchent à être bankable, parce que dans ce milieu, on utilise beaucoup les anglicismes, alors attractifs, on va dire. Et pour cela, certains politiques construisent une légitimité de plateau, mais ils ont moins une légitimité de parti politique ou d'assemblée. On les voit plus, alors en général, les politiciens classiques s'en moquent, on les voit plus sur LCI ou BFM que dans les couloirs des différentes assemblées. Donc ils adaptent, il y a des politiciens qui adaptent leur stratégie, ils sont aidés par des communicants, des gourous, certains disent des gourous, mais qui vont donc les aider à calculer leur posture, leur positionnement, leur figuration. Parce qu'il y a des règles du jeu pour faire un bon plateau, comme on dit, il ne faut pas agresser, il faut être plus souriant, même quand on dit des choses désagréables, etc., etc. Alors, on voit donc que, finalement, le message politique dans nos démocraties d'opinion publique a été complètement reformaté par rapport à ces règles du jeu qui viennent en grande partie du marketing. Les experts, ils font la même chose. Comme je vous l'ai dit, ils doivent s'adapter. Alors, ce qui pose problème avec les experts, c'est quel est leur statut, finalement. Et on entend souvent, et dans la presse, il y a souvent, ah, mais celui-ci, ça fait plusieurs fois qu'on le voit, mais et pourquoi lui et pas un autre? Donc, il y a des interrogations sur la sélection des experts, parce que les règles sont pas connues de tous, elles sont pas transparentes. On peut quand même identifier 3 catégories: les éditorialistes de la presse, les professionnels experts, donc c'est les fameux militaires quand il y a un conflit qui viennent du matin au soir ou lorsqu'il y a un attentat expliquer les choses. Les experts et puis les chercheurs et les intellectuels qui sont convoqués pour donner un peu de distance. C'est les 3 catégories. Donc c'est pour dire que les milieux sont pas uniformes, hein. Là aussi, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il n'y a pas une caste des experts. Il y a une diversité. Moi, je fais quelques plateaux télé. Je peux vous dire que vous avez de la classe moyenne inférieure à la classe moyenne, voire à la classe presque, j'allais dire, la haute bourgeoisie, hein, sur ces plateaux. Hein. Ces 3 types de professions sont assez disparates sur le plan social et économique. Le journaliste, dans cette chaîne d'acteurs, quelle est sa place? Sur la question du débat public et de la communication, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui informe. Le journaliste, maître des plateaux télé, de débat, c'est dans l'air, 24 heures, Pujadas sur LCI ou autre, il a plus un rôle, j'allais dire, de portier. Il va sélectionner et attribuer le temps. Donc c'est un peu un président d'assemblée, si vous voulez. C'est un peu le rôle du président de l'Assemblée nationale. Mais donc il a un pouvoir. Donc sur ces plateaux, l'homme tronc, le journaliste, ou la femme de plus en plus, la femme journaliste, a du pouvoir. Ce n'est pas un simple informateur. Alors on va en venir à la démocratie plus instantanée, parce qu'on franchit une étape supplémentaire depuis quelques années, notamment, mais pas seulement du fait des réseaux sociaux. Et on va essayer de voir comment on peut qualifier cette démocratie instantanée qui privilégie l'instant, et on va voir d'où ça vient, et on va voir que ça a commencé quand même il y a un temps certain, notamment autour de la personnalisation du pouvoir, on l'a dit, et cette personnalisation du pouvoir a pour conséquence d'insister énormément sur l'incarnation. Donc sur la fusion, la valorisation de la fusion entre un homme ou une femme et des citoyens qui sont pour le coup plus des téléspectateurs. Comment ça marche? En fait, ils vont caler une image et des paroles, notamment en se disant il faut que les citoyens puissent se projeter sur ma personne, parce que le citoyen veut être représenté cette fois-ci sur le mode du miroir, sur le mode de la ressemblance. Il doit pouvoir se projeter dans l'image du politicien. Et ça demande un travail donc de fabrication de l'image du politique. Et puis, cela a un inconvénient. Il n'y a pas que des avantages pour le politique qui fabrique son image. L'inconvénient, c'est que s'il y a une déviance par rapport à ce qui a été vendu, ça a des effets très délétères. Lorsque vous avez une communication qui est fondée sur du discours et une argumentation, vous pouvez répondre avec d'autres argumentations. Mais lorsque vous construisez une image qui est fusionnelle,
qui est fondée sur de la logique émotionnelle, et que cette image est abîmée, là, vous ne pouvez pas expliquer avec de l'argumentation. Vous êtes obligé d'utiliser les mêmes moyens, c'est-à-dire l'émotion. Et là, donc, l'effet est délétère, peut être délétère et difficile à rattraper. Alors, ce portrait type, la fabrique de l'image du politique, obéit à quel principe? Le principe de proximité. Deuxième principe, il faut raconter une histoire. C'est la fin de l'argumentation. Donc aujourd'hui, un communicant va systématiquement conseiller à un politicien de raconter son histoire. Et ensuite, s'inscrire le plus possible dans l'instant présent. Et puis enfin, dans ce présentéisme, d'ouvrir son image à des éléments très intimes. Alors il ne va pas s'agir ici de la conviction intime, mais une intimité qui, notamment dans notre culture, était jusqu'à présent à l'écart, mais qui fait irruption dans le public, une intimité donc de vie privée. Alors je vais essayer d'illustrer avec des exemples variés ces différents principes. La proximité d'abord, bon, évidemment c'est pour lutter contre cet aspect tournivoire. Une fois qu'on est dans l'institution, on s'éloigne des gens, un terme qu'on a beaucoup entendu lors de la dernière campagne, les gens. Et pour lutter contre ceci, il y a depuis assez longtemps, et notamment parce que l'un des meilleurs là-dessus, ça a été Jacques Chirac, eh bien, il y a éviter les journalistes et encore une fois, construire une image qui semble proche. Bon. Alors ça, déjà, c'est un problème parce que lorsque vous évitez les journalistes, vous évitez le débat et vous évitez la justification. Alors les journalistes ont tous les défauts du monde, mais quand ils posent des questions, ils permettent quand même aux citoyens d'en savoir un peu plus que s'il n'y avait aucune question. Alors l'idée de court-circuiter les journalistes, lorsqu'elle est revendiquée et assumée par les pouvoirs, et c'est de plus en plus le cas, et ça l'a déjà été dans notre histoire, est une idée qui pose problème. Alors Jacques Chirac, encore une fois, il arrive à un moment en 95 qui est un moment déjà de crise de la légitimité. La fin des années Mitterrand est difficile sur ce plan. Il porte sur sa personne, donc, la volonté de relégitimer le système. C'est une élection dite de crise. Et il va pour ça inventer le président citoyen. Donc à l'époque, on ne parlait pas de président normal, mais président citoyen, c'est la même veine, en fait. Un président qui construit un charisme pour être proche du français moyen. Et en 95, il va inventer l'idée, enfin lui et ses conseillers, particulièrement Jacques Pilan, ancien conseiller de Mitterrand, et sa fille, l'idée de la pomme. Donc il va faire campagne en utilisant un symbole très simple, mais qui a beaucoup de sens dans notre culture, puisque religieuse. Donc le désir, le plaisir et la vérité, parce que c'est authentique, c'est un fruit, sa vie. Donc, ne serait-ce qu'avec ce petit symbole, cette icône qu'il y avait sur son livre, il a évidemment frappé inconsciemment assez juste. Donc, En marge de la campagne officielle de M. Jacques Chirac, un fruit est devenu un véritable symbole, la pomme. Tout a commencé par un pommier qui ornait la couverture du second tome des réflexions politiques du candidat à la présidence. C'était à l'automne dernier. Olivier Lenuzza, Alain Poirier. J'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Oh, les superbes pommes, ça c'est gentil. J'aime beaucoup les pommes. Salut. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Je suis un mangeur de pommes. Ah, ouais, superbe. Ils sont superbes. Je vais en remporter une. La pomme, l'emblème du candidat Jacques Chirac. En campagne, on envoie des vertes et des pas mûres. Les rouges, elles, se mettent à table. Que l'on ait mesuré l'ampleur du phénomène de la pomme dans les campagnes, dans les provinces, dans les banlieues, dans les meetings, on doit à la vérité de reconnaître que non. Mais au fond, c'est un produit du terroir pour un homme de terrain, et que la pomme donne la pêche, c'est pas si mal comme message politique. Et c'est mieux que tête de veau. Chacun a sa saveur. L'histoire de cette pomme, le fruit, c'est d'abord l'histoire d'un livre. Non pas le recueil par Flaubert des Calembredaines, mais le deuxième tome de réflexion de Jacques Chirac sur la couverture. Il est là. Le pommier, c'est un arbre, c'est la puissance, les racines, et en même temps, c'est le renouvellement perpétuel, les fruits, le printemps. Donc c'est à la fois, parce que c'est les pommiers, les pommes de toutes les régions de France, un arbre avec ses racines, et en même temps, cette espèce de printemps et de jeunesse. Ah, se faire photographier la pomme à Paris. Une pomme que les artistes aiment peindre, les Français manger.
Chaque personne par an consomme 16 kilos de ce fruit défendu par Jacques Chirac au grand bonheur des producteurs. Les effets de la publicité, il n'y a que les publicitaires pour en donner des effets. On peut pas le dire pour exactement. Ce qui est sûr, c'est que si jamais Jacques Chirac ne réussit pas dans ses entreprises, je l'embauche comme vendeur de pommes. Bon, alors il a réussi dans ses entreprises, il n'a donc pas été embauché, mais il y a un deuxième point qui a beaucoup marché dans la communication de ces années-là, et là c'était plutôt involontaire de la part de Jacques Chirac, ça a été les guignols, qui ont permis à ce personnage Jacques Chirac d'être humanisé et de coller à l'image du Français à la fois victime et râleur. Or, nous sommes dans une élection de crise. Or, des personnes qui ont ce sentiment d'être victimes du système, ça n'a rien de nouveau. Déjà en 95, il y en avait un nombre certain, pouvaient s'identifier, puisqu'encore une fois, c'est le phénomène d'identification qui est recherché. Alors, j'ai choisi un extrait rapide, je le couperai sans doute parce que le temps passe, mais juste quelques images. Messieurs Chirac et Balladur. Bonsoir. Alors, vous avez fait chacun un discours aux journées parlementaires du RPR, et on y a vu des allusions très claires. Non. Quelles allusions, non? J'ai juste dit qu'il y en avait certains qui devraient se remuer, et que ça manquait un peu de niaque, tout ça, c'est tout. Vous parlez de M. Balladur, là. Qui, moi? Non, je parlais comme ça en général. Dans l'abstraction, je vise personne. Globalement. Il y en a qui feraient bien comme ça en général de se remuer, globalement. En général. Et vous, M. Balladur? Bon, je crois qu'en la matière, certains font montre d'un excès de précipitation qui me paraît déplacé. Vous parlez de M. Chirac, là? Non, absolument pas. Je me garde de rentrer dans ce petit jeu des querelles inutiles, et certains feraient bien de s'en inspirer. Et il a raison. Il parle en général. Et moi, je pense qu'au RPR, j'ai certains amis dont l'amitié que j'ai avec est comprise entre 20 et 40 ans, et qui feraient bien se souvenir qu'ils ont fait des promesses et qui feraient bien de les tenir, globalement. Je vise personne en général. La tâche à accomplir est grande. Nous avons autre chose à faire que d'écouter les élucubrations de certains désœuvrés. Qui? Je ne rentrerai pas dans ces querelles mesquines. Il parle de vous, là? Non, il parle en général. Moi, je dis qu'il y en a certains qui feraient bien de ne pas trop me chercher, hein. Ils vont finir par me trouver en général. Je vise personne globalement. M. Balladur, c'est une menace, ça, non? Quand on est pris dans la spirale de l'échec, il n'est pas... Alors, ça, c'est une phrase intéressante. Quand on est pris dans la spirale de l'échec, on voit donc que cet extrait, il est tout à fait typique de cette opposition qu'il y a entre, j'allais dire, Chirac, candidat du peuple, victime, pris dans la spirale de l'échec, et le Balladur des institutions, communication descendante, calme, feutré, élitiste, et on sait la suite de l'histoire. Donc, cette stratégie de communication qui a largement été aidée par les guignols, mais aidée seulement, elle est très pensée et elle a réussi à ce moment-là. Alors, il est clair que dans la durée, je ne vais pas avoir le temps de passer tous les extraits, mais ça aussi c'était intéressant. Dans la durée, Jacques Chirac est devenu la marque du candidat authentique, de l'homme de terroir. Donc, authentique, ça veut dire vrai. Avançons, on voit bien que c'est en ressemblant à des Français, donc des secteurs professionnels, des Français en vacances, et en figurant dans la posture du Français moyen, que les présidents envoient un message indiciel qui est « Je suis au pouvoir, mais en fait, je reste comme vous. Je suis avec vous, je suis parmi vous. » Donc ça, c'est la logique de la proximité. J'avais prévu un extrait de Barack Obama qui... Pour le coup, je vais quand même en passer quelques images parce que pour nous, ça reste assez étonnant. Et vous allez voir qu'il s'est mis en scène en train d'aller acheter des hamburgers pour ses employés de la Maison Blanche. You want a hamburger? I do. 2 burgers for breakfast. We're going to get some burgers and then I can bring them back for you. I'll take one. You want fries? Alors vous allez voir la posture dans la voiture. Tout est calculé. He took his detail and I took mine.
Et évidemment, l'effet de sidération quand il arrive. Voilà, alors tout est pensé. Et évidemment, tout est pensé, c'est-à-dire que les images sont pas propres, là, c'est mal monté, mais c'est voulu, évidemment. Tout ceci est voulu parce que ça doit ressembler à ce qu'on fait avec nos téléphones dans la rue. François Hollande, de ce point de vue, il s'est inscrit dans la veine de Jacques Chirac. Il y a eu d'ailleurs un passage assez symbolique entre les deux personnages, pour ceux qui se rappellent de l'épisode de 2012. Simplement, est-ce que cette communication est aujourd'hui gérable, de la proximité, de la ressemblance? Pour le coup, là, on a eu un François Hollande qui s'est révélé être perçu comme étant trop ordinaire, trop normal, et on lui a reproché donc de ne pas entrer dans le costume de la fonction. Donc il a peut-être trop délaissé la communication descendante au bénéfice d'une communication qui se voulait proche. Et il est resté jusqu'au bout identifié comme sympathique, honnête et comprenant bien les préoccupations des Français. Autrement dit, c'est pas sur ces items qu'il a été sanctionné, ce qui, après 5 ans au pouvoir, est assez rare. Hein. Donc, de ce point de vue, sa communication a plutôt réussi. Là où elle a échoué, c'est à le faire passer pour un président en majesté. Et donc là, on a des taux d'évaluation d'image qui sont très faibles, qui s'affichent ici, notamment sur le dynamisme. Donc un défaut de charisme de fonction qui est dû à cette communication qui s'est voulue trop simple. Et en fait, on peut surtout penser qu'il n'a pas voulu jouer le jeu de la communication et de la fabrication d'une image travaillée. Il a refusé, en fait, de respecter ces règles du jeu de la démocratie actuelle. Alors là, par exemple, ça c'est l'exemple qui est resté dans les mémoires, où il refuse alors toute la base, hein, qui est notamment le dé qu'il y a au-dessus du pupitre pour avoir des images propres, l'éclairage. Là, quand on voit ce type d'image, on se dit... Je tenais à être présent aujourd'hui, voilà. Donc, dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de notre pays. Et évidemment, il termine son intervention, on n'a pas le temps de la passer en entier, sur un trait d'humour sur la pluie. C'est-à-dire que c'est vraiment la négation de la fabrication très sophistiquée de l'image institutionnelle. Nicolas Sarkozy, lui aussi, a un problème. Il a eu un problème par rapport à son image, puisque lui, alors la logique institutionnelle, on l'a vu tout à l'heure, était tout à fait assumée, mais par contre, il a eu des moments un peu clivés dans lesquels il était très familier et voire agressif, et ça lui a été reproché. Donc il a une image finalement totalement inverse à celle de François Hollande. Il n'est jamais apparu comme étant sympathique, proche, ayant de l'humour, mais comme étant éventuellement inquiétant. C'était un indicateur qui revenait souvent dans ces sondages images, et agressif. Bon, j'avais prévu de repasser l'extrait dans lequel il affronte un public dans les banlieues. On peut passer celui-ci parce qu'il est plus rapide. Bonjour, merci, hein. Bonjour, bonjour. Ah non, je ne pas. Tu salis. Casse-toi, là. Merci. Bonsoir. Bon, donc là, cette façon de répondre assez punchy, c'est le moins qu'on puisse dire, ça se traduit dans une image qui, encore il y a, puisque ça date d'août 2016, ça s'est durablement inscrit, puisque vous aviez 25% seulement des Français qui trouvaient que, Nicolas Sarkozy comprend les problèmes des gens comme vous. Autrement dit, il n'est jamais suffisamment apparu comme étant proche, et évidemment, il vous inquiète, 61%, il me met en colère, 59%. Donc ça s'est inscrit. Autrement dit, le contre-coup, la contrepartie de ces images, c'est qu'elles cristallisent et qu'elles suivent après un individu. Jacques Chirac a mis plus de 20 ans à se défaire de l'image, justement, qui était celle de Sarkozy en 2016. C'est-à-dire que lui n'a jamais réussi, Nicolas Sarkozy, à passer à autre chose.
Autre point, je l'ai dit tout à l'heure, je vais accélérer un peu parce que le temps passe, mais il y a l'idée qu'il faut raconter une histoire. Autrement dit, argumenter n'est pas bon. Et ça, les Américains l'ont très tôt identifié au titre de l'infotainment. C'est-à-dire, infotainment, c'est une contraction entre information et divertissement. Autrement dit, il faut mélanger les deux. Mais évidemment, c'est de plus en plus au service du tainment, autrement dit du divertissement. Il faut divertir les gens. Le cadre médiatique s'est adapté. Le grand journal de Canal+ a été précurseur, mais il y avait aussi Sabatier, Foucault qui avaient invité des politiques. Et puis il y a aujourd'hui On n'est pas couché, ou Vivement dimanche, ou ce que c'est en train de devenir. Donc le cadre médiatique s'est adapté au fait que le personnel politique se mette en scène en évoquant notamment de plus en plus un parcours de vie. Il faut faire rêver. Et il faut éventuellement, on l'a vu avec Obama, ne pas être trop sérieux parce que ça ennuie le sérieux. Bon, donc tout ceci évolue et ça a été théorisé assez tôt par les Américains. Un analyste communicant avait ainsi dit... les démocrates aux États-Unis perdent les élections parce qu'ils veulent expliquer les choses et ils récitent une litanie. Je crois dans le droit des femmes, de choisir la vie, je crois qu'un bon système scolaire est essentiel à ce que nous sommes, etc. Bref, ils récitent une liste. C'est comme quand j'étais enfant de cœur, le curé qui me disait « je crois à la virginité de Marie, je crois en ceci, je crois en cela ». Donc il a comparé ça, et c'est pas un hasard, au registre religieux. Et il dit, ce communicant, mais le vrai récit est celui-là, de l'Évangile. Nous étions une bande de pécheurs et Jésus est venu, il est mort et il a donné son sang pour nous sauver tous. Et il dit, c'est ce qu'il faut raconter aux gens. La litanie, ça les barbe, ils n'écoutent plus. Donc toute la communication se change de registre pour séduire en racontant des histoires. Ça va donc beaucoup plus passer par la mise en récit. Donc il y a des écritures, un storytelling, les Américains appellent ça. Storytelling de campagne, mais aussi storytelling de mandat et de la façon dont on doit mettre en scène un mandat. Vous avez donc désormais aux États-Unis une théorie, et les présidents l'ont adoptée, que eux, leur problème finalement, c'était pas tellement de décider, mais c'était de savoir se mettre en scène pendant la durée du mandat. Au moins, c'est très clair. Parce que pour décider, il y a l'administration et il y a les conseillers. Alors c'est trash, comme souvent les Américains, mais ça a le mérite de donner la logique des choses. Et évidemment, quand on bascule dans le storytelling, on construit un récit, une histoire, donc on évacue tout ce qui gêne. Autrement dit, là, les fameuses fake news, les informations fausses, c'est plus un problème, puisqu'on ne vise pas la rigueur et l'exactitude des choses. Alors ça remonte au moins à Reagan, ça a été évidemment renforcé par Clinton puis Obama, et désormais nous parlerons de Trump tout à l'heure si nous avons le temps. Agir sur les émotions. Alors il faut quand même, parce qu'on n'invente pas la poudre non plus, se rappeler que les présidents français ont toujours veillé à s'inscrire dans un récit collectif historique. Donc l'idée du récit n'est pas nouvelle. Mais ce qui a changé, finalement, c'est que les anciens présidents, notamment Mitterrand, racontaient son histoire, et on l'a souvent comparé à un personnage de roman, en mettant en adéquation ses convictions intimes et son parcours. Alors j'avais prévu de vous passer des extraits qu'il indiquait, je ne pense pas que nous ayons le temps, mais c'est cette capacité à raconter son histoire et à la mettre dans un récit collectif qui faisait la communication de ce type de président. Et aujourd'hui, ça a été particulièrement le cas, notamment au moment où il a dû se justifier sur sa jeunesse et ses choix politiques. Et il mettait là tout à fait en adéquation les deux. Donc il faut inscrire sa trame personnelle dans l'histoire, ça ce n'est pas nouveau. Mais ce qui change donc, c'est l'idée que désormais, l'instantanéité, les règles du jeu de l'instantanéité, troisième principe de cette nouvelle communication, empêchent le récit parce qu'elle le fragmente. Autrement dit, il faut raconter une histoire, mais il n'y a plus la possibilité de la mettre en adéquation avec une trame historique longue. Parce que notre communication est une communication qui, comme tous nous utilisons, fait perdre de la mémoire collective, fragmente. Donc, les tweets sont là pour stimuler les réactions émotionnelles, de colère ou d'admiration. Les tweets sont là et je citais Donald Trump tout à l'heure, c'est l'un des politiques qui utilisent le plus ce moyen pour sidérer le public, les publics, sachant que la communication émotionnelle de sidération
et d'abord, elle trouve sa matrice dans, évidemment, les catastrophes qui se produisent pour choquer, pour impressionner les individus et les ramener, et ça c'est très important, à des émotions basiques. Autrement dit, il y a dans cette démocratie de l'opinion publique, désormais, du fait de l'instantanéité, un risque majeur, c'est d'effacer la réflexion des préoccupations de la communication politique. Alors, faire court, de plus en plus trash et répéter en boucle, c'est la règle du jeu des réseaux sociaux, que nous connaissons tous, et où on voit que ces règles s'adaptent sont utilisées par les puissants, mais par tout un chacun. Et Trump, évidemment, est l'un des, comme je le disais, des artisans de... mais c'est plus une multinationale d'ailleurs qu'un artisan de cette communication, puisque vous voyez le nombre d'internautes qui sont sur le compte de Donald Trump. Il faut savoir qu'il en a deux. Un public, qui est classique, mais il s'exprime le plus sur celui-ci, @Thrilled Donald Trump, qui a été d'ailleurs hacké il y a quelques jours. Et dans ses tweets, il est très agressif. Et il veut choquer. Donc il applique les règles que nous venons d'évoquer. Et là, il faut se garder de toute analyse psychologisante. Vous entendez beaucoup Trump, c'est un fou de toute façon. C'est tout sauf un fou. Cette communication-là, elle est choisie, elle est stratégique. Il sait très bien ce qu'il fait. Et il attaque donc systématiquement les médias, qu'il accuse d'avoir une communication, enfin de désinformer l'opinion. Donc lui, par contre, ce serait une source fiable, évidemment. Et il attaque Obama. Et souvent sur un plan personnel, en le traitant de mou, ça rappelle quelque chose, ou de faible, ça rappelle là aussi quelque chose. Je projette rapidement ce tweet de Donald Trump pour vous montrer, lorsqu'on dit agressif, c'est illustré par l'image et par le son. Il a détourné une vidéo qu'il avait faite de lui-même il y a quelques années, et il a remplacé la tête de son adversaire par le logo CNN. Parce que CNN, il juge que ce n'est pas un média fiable pour lui, donc il l'attaque. Regardez cette vidéo d'un président des États-Unis. Voilà. Donc, on voit que c'est de la mise en scène d'un comportement violent de la part d'un président des États-Unis, donc d'une institution légitime. Alors, ça correspond à la polarisation des opinions publiques, notamment aux États-Unis. Donc, quand je dis il a une stratégie, il sait ce qu'il fait, il s'adresse avant tout au noyau des militants radicalisés qui ont rendu son élection possible. Et donc, il entretient son capital électoral, comme disent les communicants. Bon, il reste un point, un principe, l'intimité. Alors je l'ai mis à l'anglo-saxonne parce que, évidemment, ce n'est pas la conviction intime. J'avais prévu de vous passer des extraits de Mitterrand qui parlaient de conviction intime, qui les mettaient en adéquation avec la mémoire collective. Là, lorsqu'on parle d'intimité aujourd'hui, c'est pour dire les politiques nous parlent de leur vie privée. Il y a un moment assez intéressant avec... Alors bon, évidemment... On voit bien là qu'avec Brigitte Macron, on est tout à fait dans les standards de cette communication, puisqu'elle s'exprime dans elle en août. Et voici le titre de l'article. Si je n'avais pas fait ce choix, je serais passé à côté de ma vie. Donc là, ça n'a plus un rapport manifeste, on va dire, avec l'histoire, avec un grand H. Et on voit que c'est une évolution qui a au départ été... puisque Hollande et Sarkozy ont été en quelque sorte obligés de s'exprimer. En fait, obligés, ils se sont exprimés sur leur vie privée. Et on voit qu'au départ, avec Nicolas Sarkozy, c'est moyennement assumé au début, et puis ça le devient de plus en plus. J'ai été élu par les Français pour trouver des solutions à leurs problèmes, pas pour commenter ma vie privée. Si vous croyez que les Français m'ont élu pour autre chose que de travailler et encore travailler. Donc là, on est en 2007. Quelques mois plus tard, voici le même Nicolas Sarkozy. Ah. Comment vous répondre ? Vous savez, président de la République, ça ne donne pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit plus au bonheur qu'un autre, mais pas moins qu'un autre. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je n'ai pas voulu mentir. Et je me suis inscrit en rupture avec une tradition déplorable de notre vie politique.
celle de l'hypocrisie, celle du mensonge. Et Roselyne Faivre, faut-il que vous-même et vos confrères vous me fassiez confiance pour me poser des questions que vous n'auriez jamais posées à un seul de mes prédécesseurs alors que vous saviez. Personne ne parlait. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Alors ça, vous voyez, c'est pas inintéressant de l'avoir en mémoire. Ça, c'est 2008, par rapport à d'autres photos glauques. Alors c'était plutôt le soir, je crois. Mais je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi le soir. Et je ne voulais pas que sous le manteau, vous décriviez la même hypocrisie. Vous savez, en 2007, j'ai divorcé. Ce ne fut pas la période la plus heureuse de ma vie. J'ai vu quantité d'articles. Je me suis dit que certains qui écrivaient ces articles n'avaient jamais dû divorcer pour écrire de telles choses. Comme que j'avais divorcé pour masquer les grèves sur les régimes spéciaux. Je ne l'aurais pas voulu. J'ai simplement eu honte pour eux d'être si éloignés des réalités de la vie. Parce que la vie d'un président, sur ces questions essentielles qui sont celles de l'amour, c'est comme la vie de n'importe qui. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Comme un certain nombre de millions de Français. Voilà. Et donc, avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Et d'assumer quoi? En décembre, nous avons l'idée originale d'aller avec son fils à Disney. Il y a des photos. Eh bien, très bien. Si ces photos sont trop douloureuses, n'envoyez plus de photographes. bon, vous avez là, je ne sais pas combien ça dure, 1 minute, peut-être un peu moins, il dit tout là. Et on voit que le message est en fait calé, très préparé, il y a tout. Et donc, parler de sa vie privée, c'est pour susciter une empathie, continuer cette identification de proximité, je souffre comme vous, et c'est aussi pour éventuellement dénoncer les méchants journalistes et les méchants médias qui veulent lui faire parler de quelque chose dont il ne veut pas parler. En fait, il est très content d'en parler pendant 7 minutes dans une conférence de presse, de vœux à la presse. Bon, ça continue, évidemment, pourquoi s'arrêter là? Et donc, ça va continuer avec le couple actuel présidentiel. Alors, évidemment, il y a des risques à la construction de l'image. Jacques Chirac, qui ressemble à tous, qui boit de la bière et qui a des vacances, puisqu'il s'est fait prendre en short en Bermuda avec son petit-fils sur une plage française, lorsqu'il va à l'île Maurice, que ça se sait soudainement en fin de mandat, et on sait qu'il y va régulièrement et tous les ans à des prix faramineux, et que Paris Match, ce qui intéresse et donne l'information, ça a des conséquences. C'est-à-dire que le directeur du Paris Match de l'époque est tout de suite viré. C'est pour dire que ces constructions d'images fabriquées, évidemment, peuvent avoir des effets délétères. Alors, François Hollande, comme il n'a pas beaucoup voulu fabriquer une image, évidemment, elle s'est très vite abîmée, et notamment sur ces questions. Alors, j'ai juste placé ceci pour montrer aussi qu'aujourd'hui, Internet permet très rapidement de caricaturer les choses. Et donc, ce travail d'une communication image très fabriquée et personnelle a moins de portée qu'avant parce qu'elle est tout de suite tournée en dérision. La relation présumée de François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet a déjà fait couler beaucoup d'encre. Le magazine à l'origine des révélations se serait vendu à plus de 500 000 exemplaires. Le sujet est abondamment commenté sur les réseaux sociaux et voilà qu'un jeu vidéo a même été inventé. Il s'agit d'aider François Hollande sur son scooter à rejoindre Julie Gaillet tout en évitant les obstacles que représentent Valérie Trierweiler, Ségolène Royal et un photographe paparazzi. Voilà, donc on voit que finalement, il y a, du fait de l'horizontalité d'Internet, un effet boomerang qui est de plus en plus délétère pour cette construction assez figée d'une image, ce qui renforce le goût qu'ont les politiques et les communicants pour l'instantanéité, et donc ce qui renforce en fait la simplification du message et son agressivité. Enfin, je terminerai, parce que le mieux est que nous ayons un débat, même si la conclusion sera vite chantée. Je terminerai sur cette affaire de « et en même temps ». Parce que
Évidemment, quand on hache la communication, alors que le monde reste complexe et donc difficile à expliquer, c'est mission impossible. Et cela peut avoir pour conséquence une communication très paradoxale, et donc évidemment qui rate son objectif. Et une séquence très récente du voyage d'Emmanuel Macron en Guyane est de ce point de vue assez symbolique, si je puis dire, puisqu'on a eu en même temps, au même moment, un président qui a voulu jouer l'institutionnel, le message très descendant, et le président qui a voulu jouer le proche, donc au milieu des gens, parce qu'il a à ce moment-là un problème image, et il continue de l'avoir, on le trouve arrogant, on le trouve déjà trop éloigné, on le trouve autoritaire, 80% des Français. Alors sa com se met en place pour... il faut qu'il se montre au milieu du quidam, et particulièrement là, c'est l'occasion, parce qu'on sait qu'il y a de la souffrance en Guyane. Donc il va pouvoir montrer son empathie, ce qu'il fait, évidemment. Et il est physique, donc. Il touche les gens. Et ça, les journalistes l'ont rapporté. Là, j'ai pris le compte-rendu du Monde, qui n'est pas le journal le plus people, quand même. Et il relate notamment cet extrait où il est au contact d'une vieille habitante guyanaise. Et il retrace la séquence. Alors, là, c'est un morceau d'anthologie, parce que la vieille dame lui dit « Oh, à son âge, je ne pensais pas vous rencontrer, mais je suis là. » Et Macron lui dit, en la serrant, « Mon cœur... » Et elle finit en disant « Mon cœur veut éclater. » Donc là, on est à fond dans l'émotion. Mais en même temps, en fait, la scène est captée et retransmise en direct sur le Facebook de l'Élysée. Donc ça montre à quel point cette proximité est un artefact construit. Et par rapport au problème du président des riches, puisque 56% mauvaise opinion, mais lorsqu'on s'intéresse aux raisons de cette mauvaise opinion, en fait, désormais c'est surtout pour voir ce que c'est un président des riches. Eh bien, alors là, il a voulu se montrer auprès des jeunes, dans des quartiers pauvres, et pour défendre notamment ses idées. Donc là aussi, c'est relaté, sauf qu'en même temps, il était en réunion avec des élus et il délivrait un discours dans lequel il expliquait qu'il ne céderait pas aux pressions. Donc là, il représentait l'État. Et il expliquait aussi qu'il n'était pas le Père Noël. Et à force d'expliquer qu'il n'est pas le Père Noël, c'était le titre d'une émission pour analyser tout ça à laquelle j'ai participé, je l'ai repris, de Public Sénat. Est-ce que c'était un père fouettard? Et est-ce qu'on peut, en même temps, vouloir être proche des plus pauvres, consoler une vieille dame et dire aux Guyanais qu'on n'est pas le Père Noël? Alors, vous voyez là aussi les astuces de la com. Hein. Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants. Or, les Guyanais, un certain nombre, ont dit mais ils nous traitent d'enfants, en fait. Alors, lui, il a l'habileté de dire parce que les Guyanais ne sont pas des enfants, sauf qu'il sait très bien que cette phrase ne va pas être prise. Et donc le message subliminal qu'il envoie, c'est « je ne suis pas le Père Noël ». D'ailleurs, s'il n'avait pas prononcé cette phrase, personne n'aurait parlé de Père Noël et d'enfants en Guyane. Donc tout ça est calculé. Et il a opposé là donc, chemin faisant, la rue et la représentation. Et c'est pas forcément efficace parce que voilà ce qui se passe le même jour. La nuit est tombée. Et aux abords de la préfecture de Cayenne, les forces de l'ordre font face aux derniers manifestants en colère. Gaz lacrymogène, jet de verre. Un élu a été blessé par un tir de flashball. Je reste aux côtés de la population parce que la population demande tout simplement à ce que le président Macron respecte ce qu'il avait dit quand il était candidat, c'est-à-dire respecter les accords de Guyane. Une tension qui était prévisible pour les élus locaux. On est assis sur une dynamite avec cette jeunesse que l'on a qui ne travaille pas. 6 mois après la marche du 28 avril, aujourd'hui, les Guyanais ne voient pas d'avancée, pas plus que ça. Et aujourd'hui, ils ont besoin de concret, et le concret, il n'y est pas. Donc là où je dis c'est pas forcément efficace, vous voyez que les élus, les représentants, ils voulaient se les mettre dans la poche et ils les traitaient à part sur un mode institutionnel. Sauf que là, c'est quand même le président de l'association des maires locaux qui dit nous, on reste aux côtés de la population. Donc, cette technique du en même temps n'est pas forcément efficace. Et de la même manière,
l'utilisation de la provocation n'est pas forcément efficace. Donc le Père Noël, j'avais prévu, on pourrait peut-être terminer par là avant d'engager des échanges, de rappeler, parce que c'est un choix là aussi, ce n'est pas du hasard, une série de phrases qui ont été prononcées et qui ont été perçues par une partie de l'opinion publique comme étant provocantes. Il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre un an. Donc quand on me dit, les pauvres voyageront en autocar, j'ai tendance à penser que c'est une caricature. Mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Qui est des milliardaires? Puisque c'est votre obsession. Moi, j'assume totalement le fait, en effet, de dire qu'il faut pousser nos jeunes à réussir. C'est une très bonne chose. Réussir, c'est gagner de l'argent. C'est une très bonne chose de réussir. Réussir, c'est gagner de l'argent. Ça n'est pas seulement ça, mais réussir, ça peut être aussi gagner de l'argent. Pourquoi, quand un jeune se met à taper dans un ballon, on trouve ça formidable qu'il veuille ressembler à Ibrahimovic, et quand un jeune veut créer son entreprise, on trouverait ça honteux qu'il veuille devenir Google? Mais c'est ridicule. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est de travailler. Mais travailler. Là, monsieur, là, donnez du travail. Il y a des tapouilles, il est quoi ça? Ah non, c'est un maillot, c'est quoi ça? Non, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Seconde, que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Ne cédez rien. Ni aux égoïstes, ni aux pessimistes, ni aux extrêmes. Vous êtes une part d'Europe ici. Il n'arrive pas. Russell? Ouais. C'est lire. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais ils ne peuvent pas avoir des fois ça, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, mais je sais bien. Mais c'est pas l'enjeu. Non, mais on ne règle pas le problème d'une manière forcée. Non. Mais il faut qu'on repense, je le dirais tout à l'heure dans le débat, qu'on repense notre relation au travail. Parce que le GAD constate. Bon, voilà quelques extraits de phrases provocantes qui sont voulues et qui participent de cette communication de l'instant. Mais évidemment, lorsque cela a des conséquences sur la population, et évidemment, cela ne permet pas de raconter un récit dans la durée. Ce sont des scénettes, ce sont des récits juxtaposés. Ça finit par faire une image, mais on n'est plus du tout dans le récit romanesque d'un Mitterrand, d'un Chirac ou autre. On a, de ce point de vue, changé de mode de communication. Voilà, je voudrais conclure rapidement sur des moyens qui existent désormais et qui permettent peut-être de sortir de cette fabrique de la communication telle qu'on vient de la décrire, parce qu'on voit bien que certaines de ces règles du jeu sont contraires avec les valeurs démocratiques. Et de ce point de vue, on a aujourd'hui de nouveaux moyens qui peuvent permettre de revaloriser la participation citoyenne, et notamment au niveau des collectivités territoriales, dont le périmètre correspond bien à la démocratie directe à l'athénienne. Et de ce point de vue, ces nouvelles technologies peuvent être bien utilisées et assez efficaces. Alors, il y a des expérimentations, il faut le savoir. Je voulais juste citer quelques exemples. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller plus loin. Il y a évidemment les plateformes qui permettent de signer des pétitions. Ça, on a vu l'écho que ça pouvait avoir avec celle sur le Code du travail au printemps dernier. C'est parti d'une plateforme signée sur le site change.org que vous pourrez aller voir. Il y a des logiciels de plus en plus sophistiqués qui permettent de s'adresser à des publics qui, normalement, ne vont pas dans les mairies pour participer, donc notamment les jeunes, etc. Et il y a, par exemple, ici, j'ai choisi le site make.org,
Il y a des sites qui vous proposent sur des sujets de donner votre avis, donc en passant le filtre du sondage. Et c'est par thème, c'est bien fait, vous pouvez aller regarder. Et je terminerai peut-être en projetant cette vidéo si ça va bien marcher, voilà. Là, un homme politique qui fait des claquettes aux 20h en vue des prochaines élections. Ici, mon père qui pense que plus jamais je vote, c'est tous des pourris. Et au fond, là, ma sœur qui s'insurge sur Facebook comme quoi « Sérieux, ce candidat, il a trop un le swing !» Et elle a fait 3 likes. Forcément, avec une telle famille de révolutionnaires, je pensais aussi que les politiques ne se préoccupaient pas des gens comme nous et que seul le pouvoir les intéressait. Et puis un jour, je suis tombé sur Parlement et Citoyens, le site qui permet aux citoyens de participer à l'élaboration des lois. Je peux même soumettre un sujet qui me concerne, un peu comme une idée ou une pétition. Tiens, ce sujet passionne les Français, moi aussi. En vidéo, le député m'explique sa proposition de loi en présentant le problème, en expliquant les causes, puis en proposant des solutions. Je suis assez d'accord avec lui, mais hop, une de ces solutions ne me convient pas du tout. Une fois la vidéo terminée, j'ai accès à tout un tas de sources pour mieux comprendre les enjeux. Puis, je peux voter pour ou contre ces propositions, présenter mes arguments, faire des contre-propositions et faire remonter les avis les plus intéressants selon moi. Internet permet aujourd'hui de réaliser à plusieurs millions ce que les vrais démocrates faisaient dans la Grèce antique, une vraie recherche collective des solutions. Après 30 jours, la consultation est clôturée et le site affiche une carte montrant les différents avis. Les pour en vert, les contre en rouge. C'est clair et efficace. Un débat vidéo en ligne est ensuite organisé en direct sur Google Hangout entre le député et des contributeurs tirés au sort ou plébiscités. Monsieur, c'est à vous. Bonjour, monsieur le député. Voilà, ça a duré 2 heures, c'était passionnant. Au début, j'étais timide, puis à la fin, le modérateur était obligé de m'arrêter. Quelques semaines plus tard, le député partage une nouvelle vidéo dans laquelle il présente la proposition de loi qu'il a déposée à l'Assemblée nationale et explique ses choix. Même si tous les avis n'ont pas été pris en compte, chacun sait pourquoi il a tranché dans un sens ou dans l'autre. C'est aussi ça l'intérêt de Parlement et Citoyens, rendre transparent ce qui se passe habituellement en coulisses. Alors, lorsque j'ai suivi le débat à la télé... Alors, on voit bien que cette démocratie qui se veut plus directe, qui va utiliser ce qu'on appelle les civic tech, pourrait constituer une autre strate intermédiaire, à côté de cette communication qu'on a décrite, de l'opinion publique, qui permettrait de faire le lien entre ce qu'on appelle le peuple, mais le peuple, c'est à la fois tout et rien, et les représentants, sur une participation active et qui reste quand même fondée ici sur une logique d'argumentation et d'explication des choses. Il y a d'autres sites que vous pourrez aller voir, notamment démocratie... bon, j'ai oublié, mais c'est pas grave. De toute façon, il y en a pas mal. Il faut savoir que les promoteurs à l'heure actuelle des civic tech en France sont plutôt très jeunes. Donc il y a une naïveté dans le discours parfois qui consiste à dire que c'est un peu l'utopie numérique, hein, parce que c'est de l'ordinateur, c'est de l'Internet, c'est forcément génial. Donc si on passe à côté, enfin, si on laisse ceci de côté, il y a quand même là-dedans des outils qui pourraient permettre de réactiver la participation citoyenne. Et je pense que là-dessus, aujourd'hui, une collectivité territoriale qui s'engagerait là-dedans serait repérée, comme on dit, et pourrait faire parler d'elle. Il y en a d'ailleurs déjà qui sont là-dedans. Voilà, merci. Je pense qu'on pourrait échanger. Merci Olivier, c'était passionnant. La parole est aux citoyens, donc je tends l'outil technologique qui vous permet de vous exprimer. Qui veut prendre la parole pour une remarque ou une question? N'hésitez surtout pas. Oui, bonjour monsieur, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais je me pose une question en ce qui concerne les résultats des élections, présidentielles particulièrement, puisque les bureaux de vote sont fermés en général dans les grandes villes vers 22h, et les résultats sont donnés à 20h. Donc entre ces 2 heures de laps de temps, comment se fait-il que j'ai l'impression qu'on n'a pas les vrais résultats? Vous voyez? Non, là ça a eu lieu en 2002. Et vous vous rappelez de l'écart de voix entre Le Pen et Jospin pour le second tour. Et là, ça
eût dû poser un problème institutionnel et démocratique, puisque les résultats ont été annoncés à 20h, alors que l'Outre-mer n'avait pas fini de voter. Donc normalement, j'allais presque dire, au sens respect de la norme, le Conseil constitutionnel eût dû casser les résultats de cette élection. Ça n'a pas été le cas, parce que ça semble inimaginable sur le plan de la légitimité politique. Mais ça a donc occasionné une modification des lois. Et désormais, l'Outre-mer vote avant pour que ce problème ne se reproduise pas. Et en métropole, il ne se produit pas. Donc, les bureaux de vote ferment avant 20h. Ce qui permet l'annonce des résultats, rappelant que c'est une estimation. Donc, lorsqu'on dit annonce des résultats, toujours pareil, les Français, c'est une estimation des résultats. Et si vous avez, comme en 2002, un écart faible, en fait, à 20h, on annonce une estimation qui est très fragile. Je rappelle 160 000 voix d'écart. Oui, attendez. C'est tout simple et direct, et on pourrait dire, plus on connaît, moins on croit. Parce que quels que soient les pouvoirs, qu'ils soient politiques ou religieux, et on vient de le voir, ce que vous avez montré, on le sait depuis 30 ans, est totalement construit et utopique. Et rien ne fonctionne mieux que l'utopie. On le vit tous les jours. Que ce soit pour l'environnement, probable, etc., le jeu des mots et la syntaxe. Bon, le problème, c'est que ça fonctionne. Moi, mon problème, c'est de voir que les gens adhèrent encore à ce genre de conneries. Bon, alors, si vous voulez, vous allez vivre des moments de solitude de plus en plus, parce que les gens, alors, y croient, et ce qui s'annonce sur le plan notamment du virtuel et de la réalité, de l'homme augmenté notamment, nous fait basculer dans un monde où l'irréel prime sur ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui la réalité. Donc ça, ce sera un basculement, peut-être une mutation humaine qui s'annonce et qui artificialise le corps humain, mais pas simplement le corps, la pensée aussi. Donc il y a bien là, en effet, une part qui est offerte au symbolique et à l'imaginaire, qui en fait un élément majeur de la réalité. Or, jusqu'à présent, nous distinguions dans notre pensée représentative et rationnelle le monde réel du monde imaginaire. On est en train de... Alors c'est ce que certains vont appeler la postmodernité ou autre, mais on est en train, de ce point de vue, en effet, de basculer de code fondamental auquel on croyait, pour reprendre votre terme. D'abord, merci pour votre intervention qui était extrêmement passionnante. Vous avez beaucoup évoqué le modèle français, le modèle américain, le modèle grec qui est participatif mais quand même élitiste. Bien sûr. Malgré tout. Qu'en est-il de la démocratie suisse qui passe pour participative? Est-ce qu'on retrouve les mêmes schémas ou est-ce que c'est différent? Alors, il y a l'élément à prendre en compte, c'est la petitesse du pays. Même si avec les nouvelles technologies, on pourrait imaginer du direct, on vient de le dire, dans des périmètres qui seraient plus grands. Mais pour la Suisse, alors d'abord, les pratiques de démocratie directe au sens athénien du terme, qui ont été vigoureuses dans les cantons suisses, continuent, notamment les votations, mais on peut dire qu'elles ont été quand même rattrapées par un caractère représentatif et institutionnel dominant. Ensuite, et notamment dans un cadre qui est, parce que c'est le problème de la démocratie directe, ce ne sont pas que des outils. La démocratie, c'est aussi un esprit. Or, parce que ces outils de démocratie directe et de participation constante peuvent être mis au service de toute la communication dont on vient de parler, et ça donne le populisme, notamment. Et donc, la Suisse connaît des moments où sa démocratie directe ouvre la voie et permet de renforcer, j'allais dire, une démocratie caricaturale.
Et donc la tradition, si vous voulez, de démocratie directe est quand même, sur le plan des techniques et sur le plan des valeurs, en régression, même s'ils en font de toute façon toujours plus que d'autres, ça oui. D'autres réactions? Non? Ça vous a assommé. C'est pas le but. Enfin, ce qui est par ailleurs assez marquant hein, dans l'exposé présenté, c'est le poids de la technologie en fait sur l'outil de communication. On sent que vraiment les avancées technologiques pèsent vraiment énormément sur la manière de communiquer. Comment tu vois ça à l'avenir? Il y a plein d'exemples, hein, les algorithmes permettent aujourd'hui de caler et de fabriquer ces discours. C'est-à-dire que bientôt, on n'aura plus besoin de plumes, hein, les fameuses plumes des présidents ou autres pourraient disparaître parce que on peut très bien caler des mots-clés par rapport aux attentes qu'on perçoit d'un public, se servir d'Internet pour sélectionner au vu des clics des uns et des autres, parce qu'on est tous espionnés en permanence, pas seulement par la NSA, mais, je l'ai dit, par les GAFA là-dessus. Donc on sait très bien fabriquer, sans intervention humaine, un discours pour un public particulier ou pour un public plus large. Ça, c'est en train. Donc le fameux storytelling adapté aux réseaux sociaux, c'est déjà expérimenté et ça peut fonctionner. Donc ça, c'est un des exemples. Il y en aurait d'autres, mais oui, la technologie a imposé son rythme, donc le rythme de transmission de l'information, à la facture du message et progressivement à la reconfiguration des institutions. La connaissance de sécurité n'est pas sans faille, on va dire. Il y a les hackers russes qui ont agi dans le cadre des élections américaines et ils se sont intéressés au système de vote électronique. Oui. L'élection traditionnelle, alors on peut penser que ça va évoluer, mais elle a quand même de beaux restes encore, sans doute. Et puis pour la dernière élection et le sentiment de déception qui peut suivre une élection, quelle qu'elle soit, ça, par contre, j'allais presque dire que depuis au moins 30 ans, c'est devenu un sentiment traditionnel, technique ou pas. Ne pensez-vous pas que l'anarchie que nous vivons actuellement au niveau des réseaux sociaux, en communication, ne peut pas poser problème dans notre démocratie? Parce que quand on voit certaines manifestations à Paris qui se sont construites dans une matinée par les réseaux sociaux, est-ce que vous ne pensez pas que justement cette anarchie qu'il y a de communication au travers de ce réseau ne peut pas fragiliser une démocratie? Moi, ça m'inquiète beaucoup. Alors, je ne sais pas justement si c'est une anarchie, parce que c'est quand même quelque part organisé. Derrière les personnes qui montent un site pour inciter une mobilisation, vous avez souvent des militants très professionnels et qui ont été formés il y a 30 ou 40 ans par des idéologies qui n'ont rien de nouvelles. Donc, si vous voulez, la technique, elle a le sens que la société lui donne. Et en l'occurrence, donc, c'est un outil de plus pour mobiliser des militants. On l'a particulièrement vu lors des printemps arabes. Donc, pour le coup, là, on peut dire que sur le plan des valeurs démocratiques, c'est un espoir. Elles ont servi une cause qui portait un espoir. Dans d'autres cas, suivant les valeurs que l'on a, ça semblerait être une cause qui nourrit une mobilisation que l'on n'apprécie pas. Mais si vous voulez parler d'anarchie, ce n'est pas le désordre, c'est simplement un outil dont les forces sociales et cette société civile très fragmentée, par contre, utilisent.
Ce n'est pas la technique qui crée la fragmentation de la société, elle l'est déjà. Cette société des individus, avec plein de particularismes, de diversité, elle est déjà très émiettée. Simplement, les nouvelles technologies permettent, en effet, de cultiver des identités particulières, de créer des mobilisations spécifiques, peut-être en nombre plus important. Bon. Faut-il s'en inquiéter? Ça, tout dépend, mais aujourd'hui, est-ce qu'on vit dans plus de désordre qu'il y a 30 ou 40 ans? Je ne sais pas. Il y a aussi beaucoup plus de monde, parce que la démographie est en hausse. Et on n'a jamais été régi dans un cadre juridique aussi autoritaire. 16 lois antiterroristes qui, à chaque fois, encadrent les libertés, pour parler de façon très nuancée. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention que je trouve vraiment très intéressante et passionnante. J'aurais voulu avoir votre sentiment au niveau de la communication, en fait, de la forme sur les derniers événements qui d'ailleurs se déroulent encore actuellement entre l'Espagne et la Catalogne. La communication, enfin les communications, alors pour le coup, parce que pas tout à fait les mêmes. Donc on voit bien que le pouvoir central de l'État central utilise tout le registre de la communication descendante, institutionnelle. Malgré tout, Mariano Rajoy a ouvert un peu sa communication en mettant en scène sa capacité à inclure dans sa décision des partis d'opposition, le PSOE, Ciudadanos, et il a mis en scène sa proximité avec ses leaders. Donc vous avez dans El País notamment régulièrement des articles qui disent il se téléphone avec bon. Donc ensuite du côté désormais on dit indépendantiste, des indépendantistes et plus des autonomistes. Là c'est la communication ascendante, hein, donc c'est notamment pour Puigdemont la figurer au milieu de la foule, c'est sa marque. Et au-delà de cette mise en scène et aussi de cette scénographie, parce que quelque part c'est écrit ces choses, d'un pouvoir d'essence démocratique du coup, parce qu'il est aux côtés, et ils sont les leaders catalanistes vraiment dans la foule, et ils ont la tenue appropriée. Hein. Quand vous les voyez. Bon, ils sont en assemblée aussi, mais une petite assemblée qui reste conviviale, et ils mettent, lorsque vous regardez la TV13, vous voyez bien que une petite assemblée, il y a des procédures, mais il y a aussi quand même des choses qui sont possibles qui ne le sont pas lorsque vous êtes 577. Bon, donc ça c'est de la communication de proximité. Alors, après il y a le moment de l'exil, enfin de la fuite, qui déstabilise. Ce magma, cette foule qui est homogène. Donc il y a une impression massive qui est donnée. Et donc ça légitime le mouvement dans les images qui circulent. Or là, il y a une fuite. Donc il y a ensuite un doute qui s'installe et on communique là-dessus. Les opposants, évidemment, mais également la presse, jusqu'à arriver ces jours-ci à la dissociation du mouvement donc uni, dont j'ai oublié le nom, mais vous allez me le rappeler. Non, la coalition, elle avait un nom pour le oui, hein, Unis pour le oui, si on traduit. Donc, la fracture est là dans le cadre des élections. Alors, donc ça, c'est un moment de fragilisation qui apparaît. Donc, ce magma uni est en train de se déliter. Donc, c'est a priori, ça va avoir un effet. Donc, le RC ne veut plus travailler pour l'instant pour les élections avec le PD4. Bon. Donc, ça va être commenté, ça l'est déjà sur le mode de la fracturation de cette foule et de ses représentants. Donc là, on va retrouver des jeux de la démocratie représentative. C'est les élections. Et donc, on passe de l'union de la foule en lien qui absorbe finalement le représentant, démocratie directe. On retrouve les paramètres de la démocratie représentative et de l'éloignement. Et ce qui renforce ceci, c'est évidemment l'image de la fuite.
Parce que là, c'est l'éloignement qui devient physique. Mais à l'avantage de Puigdemont, et je pense qu'il en joue, même si sa force est passée de 25% dans les sondages à 8%, hein, le PD4 dans les intentions de vote, il joue quoi d'un imaginaire de moyenne durée, voire de longue durée, qui est celui de l'exil. C'est-à-dire qu'il joue la veine du rappel, et on sait que c'est très vivant encore en Catalogne et en Espagne, du rappel de 39. Et là, c'est donc, on dit la fuite, mais en subliminal, c'est l'exil face au pouvoir dictatorial. Et à mon avis, sa communication à lui, elle est fondée là-dessus pour l'instant. Nous allons prendre les dernières questions. Il y en a une ici. Merci Olivier pour ta longue et profonde présentation, parce que c'est vraiment intéressant. Mais j'ai quand même une question qui me perturbe depuis le début de ta présentation, c'est que tu nous as montré que les politiques n'avaient eu de cesse de vouloir travailler sur leur communication pour s'adresser au peuple, de populariser, on pourrait dire même leur communication, et pour autant, on n'a jamais assisté à une désaffection aussi grande vis-à-vis du politique et des partis politiques. Donc, est-ce que toute cette communication a un sens? Est-ce que ça marche vraiment, somme toute? Alors, il y a en effet eu des passages où j'indiquais les risques et les fragilités de ce système. Donc, et j'ai dit d'entrée la situation de faiblesse. C'est-à-dire que la situation de faiblesse, c'est le problème de la légitimité qui est posé depuis assez longtemps maintenant, du décrochage de catégories de citoyens qui ne veulent plus entendre parler du politique, des représentants, mais même en général de la vie en société, j'allais dire. Cette individualisation. Bon. Donc c'est pour lutter contre ceci que toute cette fabrique se met en place, de proximité, d'intimité, d'instantanéité et de récit. Mais à plusieurs endroits, j'ai indiqué que l'efficacité n'était pas forcément au rendez-vous. Et c'est finalement ce que tu dis, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout garanti. Et ça l'est d'autant moins aujourd'hui que les citoyens se rendent de plus en plus compte des ficelles. Et de plus en plus, comme vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, ils vont conclure, et ça c'est aussi dans les entreprises, parce que là on parle de politique, mais vous avez les mêmes choses dans la communication d'entreprise. Et donc quand on vous fait un séminaire avec des mots-clés choisis, où on va vous parler de team building, de management, de machin chose, et que vous traînez et vous écoutez ce que les gens disent, et en sortant, évidemment pas devant le chef ou leur patron, ils disent « tout ça c'est de la com ». Mais l'expression signifie quoi? Que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc il y a un gros doute en effet. Mais les professionnels vous disent oui, mais attention, parce que c'est vrai, tout ceci, ils en sont conscients. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils font évoluer sans arrêt leur technique. Ils en sont conscients, mais ils disent si on n'avait pas fait ça, où en serait-on? C'est-à-dire qu'on serait peut-être encore davantage dans le discrédit, dans la perte de légitimité. Donc ils pensent quand même, il y en a qui pensent quand même que ça permet au pouvoir politique de tenir. Mais c'est-à-dire pour l'instant, hein, vous reprenez pour l'instant, mais enfin c'est un instant qui finalement dure. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de projet avéré de révolution. On prend une dernière question et après je vous invite à continuer les débats dans le hall autour d'un verre de vin. Ça peut être convivial aussi. Merci, monsieur, pour votre exposé qui est extrêmement riche en données. J'allais dire données sociologiques, factuelles, etc. Je voudrais remonter, moi, sur ce que l'on appelle les principes premiers. Et notamment à une époque que vous avez évoquée 2 fois dans votre exposé, le 5e siècle, Périclès, Aristote. Bon, chacun sait qu'en dehors de Platon, en quelque sorte, un des fondateurs de la science politique, parce qu'il appelle des sciences, c'est Aristote. Et d'ailleurs, il appelle sous 2 formes différentes, le politique et la politique, ce qui peut sembler troublant, mais il y a une explication.
c'est qu'il se fonde sur un de ces principes qui est le principe de l'identité de l'affirmation avec elle-même. Ce qu'il appelle le vrai, par ailleurs, et vous êtes manifestement juriste, la justice reste le droit de la chose, le droit issu de la chose. Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans tous les partis, dans toutes les interventions politiques, ce qu'on appelle les transcendantaux, alors qu'ils n'appartiennent pas qu'à Aristote, mais à saint Thomas d'Aquin, à d'autres, le vrai, le bien, le beau, etc., ne sont plus les fondements de notre société. De même, il y a une question fondamentale, une société, c'est fait pour quoi? C'est fait pour l'homme. J'ai rarement entendu, je ne sais pas si vous avez eu plus de chance que moi, définir ce qu'est un homme. Encore Aristote dit, la nature d'une chose, c'est sa finalité. Comment peut-on bâtir une société, une ou des politiques, parce que les deux termes sont recevables selon la thématique qu'on aborde, et je pense sur Macron, le fameux « et en même temps », parce qu'Aristote l'a dit avant lui. Sauf qu'Aristote a dit « en même temps et sous le même rapport ». Ce qui veut dire que sur des situations différenciées, les positions doivent être différenciées. Et alors, je regarde de l'autre côté maintenant, c'est-à-dire les citoyens, le peuple, nous-mêmes, l'homme, etc. Question que tous les sociologues, philosophes et autres ont débattu depuis, en gros, de Tocqueville, Montesquieu, jusqu'aux sociologues contemporains. Il y a d'ailleurs un gros bouquin du duc de Lévis-Mirepoix qui est déjà ancien, c'est que notre problème, le problème de l'humanité, c'est qu'il n'y a plus que des moi, des individualités. Pour parler comme Freud, le moi et le ça. Autrement dit, chacun a sa vérité. C'est d'ailleurs un titre d'un bouquin de Pirandello qu'on devait connaître. J'aimerais qu'on m'explique comment 7 milliards d'opinions politiques peuvent représenter quelque chose. Alors, faut-il laisser aller à la dérive la société contemporaine en disant, au fond, chacun a raison, c'est ce qu'il pense qui est bon et qui est bien, ou est-ce qu'il faut rappeler les fondamentaux? Parce que moi, les fondamentaux, je n'entends plus parler depuis longtemps. Merci pour votre réponse. Merci, monsieur. Alors, on voit que les fondamentaux et le ça continuent à s'exprimer, notamment lorsque la buvette n'est pas loin et que le temps tourne. Donc, on va suivre le mouvement, mais juste avant, je vais vous répondre, puisque... je pense que la période va justement exiger une redéfinition de ce qu'on entend par humanité. Si on veut rester dans le cadre d'une pensée humaniste et que il va y avoir... Alors simplement, le débat risque d'être cantonné à des cénacles qui ne seront pas forcément ouverts et transparents. Et je pense que des choix ont déjà été faits... des hypothèses de choix ont déjà été évoquées dans ces cénacles et qui ne sont pas ouverts au grand public. Et moi, c'est vraiment une réponse trop courte, mais je vous invite vraiment à vous intéresser à cette notion de transhumanisme et de réalité augmentée ou d'homme augmenté, pour bien prendre conscience du fait de la mutation qui est en train de se passer et dont on perçoit évidemment pas les conséquences. Et je vous avais parlé d'ouvrages, il y en a un que vous pouvez lire à cet égard parce qu'il est très facile à lire et il est très documenté. Ça s'appelle L'homme nu de Marc Duguin, qui est par ailleurs un romancier qui connaît très bien la politique. Et ce livre occasionne une prise de conscience intéressante sur le poids aujourd'hui, sur nos vies, sur nos modes de pensée, notamment des algorithmes et du numérique. Merci beaucoup. Pour conclure, merci. Sachez que vous pouvez retrouver ces conférences en streaming, comme on peut le dire pour employer un anglicisme, sur le site de la ville, donc les deux précédentes et celle-ci. Par ailleurs, pour vous dire que nous aurons un nouveau cycle de conférences, cette fois-ci consacré à l'histoire de l'art, à compter du printemps. Et je peux annoncer déjà 2 noms. Donc, il y aura une conférence sur Gauguin, expo actuelle, et également une conférence sur Picasso érotique, expo également actuelle à Paris. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez au bar une dégustation de vin qui vous attend. Merci beaucoup.